Bonsoir à tous. À la une de ce journal, une question taraude l'esprit des Camerounais. 11 ans après les émeutes de février 2008, le contexte sociopolitique a-t-il changé? Rien n'est moins sûr. Aux yeux de certains sociologues, l'injustice sociale, le recul criard des libertés individuelles, la répression violente des manifestations publiques font du Cameroun un État policier selon certains sociologues. Ils tirent la sonnette d'alarme dans ce journal sur les ingrédients réunis au sein du climat sociopolitique du Cameroun qui pourraient favoriser un nouvel embrasement social. Vous les écouterez dans ce journal. Le barreau du Cameroun réagit 48 heures après l'arrestation de Maître Michel Ndoki. L'ordre des avocats exige la libération de l'un de ses membres et c'est indigne des conditions dans lesquelles elle a été arrêtée à quelques jours de la célébration de la journée internationale de la femme. Vous suivrez la quintessence du communiqué du bâtonnier de l'ordre des avocats du Cameroun au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Presque tous les Camerounais d'une certaine génération n'ont pas oublié ces émeutes de la fin de février 2008, une période où plusieurs Camerounais ont été tués durant des manifestations organisées à travers les principales villes du Cameroun. 11 ans plus tard, le contexte sociopolitique n'a pas vraiment changé selon certains sociologues. Ils estiment que le recul des libertés publiques, l'injustice sociale et la répression violente des manifestations publiques au Cameroun font du Cameroun un État policier. Ces sociologues estiment que des ingrédients sont encore existants, notamment ceux qui sont susceptibles de provoquer un embrasement social. Ils s'expriment dans ce reportage que signent Élisée Bogba et Ike Cyril. Il y a 11 ans, en fin février 2008, le peuple était descendu dans la rue pour exprimer son ras-le-bol. Le souvenir de ce qui avait été appelé les émeutes de la faim est encore frais dans les mémoires, d'autant que la conjoncture actuelle, susceptible de pousser le peuple à nouveau dans la rue, n'est pas différente de celle de 2008. Les éléments sont encore suffisamment visibles pour attester de ce que 2008, j'allais dire, encore présent dans la cité camerounaise. Les mêmes éléments, les mêmes ingrédients qui avaient conduit justement à ce qu'on avait alors appelé les émeutes de la faim sont encore là. Nous sommes dans une sorte de société de bricolage qui fait qu'on fonctionne avec des discours. Les discours officiels qui tranchent radicalement avec les réalités. On est dans un contexte de misère et de pauvreté suffisamment criarde. D'autres formes de famine se sont développées, notamment la quasi-impossibilité pour le peuple de s'exprimer. Les spécialistes parlent d'un recul des libertés, caractéristique de l'État policier dans lequel le Cameroun est plongé. Nous sommes dans un contexte où, au quotidien, les gouvernants, avec leur modèle de gouvernance, travaillent à formater les esprits, à lessiver les esprits, à étouffer les libertés, à intimider. Donc c'est une politique de l'intimidation qui fait qu'on est dans un relatif climat de paix, comme on dit. Pourtant, la réalité, c'est que les gens ont peur parce que l'État policier a travaillé justement à réduire les consciences à la peur. L'on cite également l'injustice sociale parmi les mots qui minent la nation et mettent à mal le vivre ensemble au Cameroun. Lorsque nous sommes dans ce contexte que nous avons essayé déjà de décrire, l'État policier, l'État militaire qui impose la paix dans les discours, qui dit que nous sommes en paix alors qu'il y a la police, la gendarmerie, l'armée, au lieu donc d'être cet élément protecteur du peuple, devient simplement des appareils qui sont au service d'un ordre établi, d'un système de gouvernance bien établi. On veut obliger les Camerounais à accepter que le Cameroun appartient à tous les Camerounais, alors que dans la réalité des faits, une petite nomenclature, un petit bloc historique a confisqué le Cameroun et avec tous les biens qui vont avec. Pourtant, ces biens-là devraient appartenir à l'ensemble des Camerounais. Il faudrait donc une sorte de partage équitable. Au final, et selon les spécialistes, 11 ans après, les ingrédients sont les mêmes, sinon pire qu'en 2008. Ils sont susceptibles d'entraîner de nouvelles émeutes de la faim.
Le Cameroun est également confronté à une poussée de l'extrémisme entre l'escalade verbale et l'intolérance des opinions divergentes. Le discours intégriste et des propos violents inquiètent des dignitaires religieux. Ils ont tenu à sensibiliser des jeunes Camerounais sur leur rôle dans la société afin d'œuvrer pour la promotion de la paix et le renforcement de la cohésion nationale. D'autres précisions avec Joël Essengue et Marcelin Gansop. Ce n'est pas encore au stade de la déflagration, mais les germes de l'extrémisme violent ne cessent de s'accumuler au point de susciter de sérieuses inquiétudes. Nous allons nous rendre compte que le discours entre les populations se durcit de plus en plus. Les clivages politiques, les clivages tribaux, les clivages ethniques sont en train de se renforcer. Il y a une forme de radicalisation qu'il faut d'ores et déjà freiner. Vous comprenez que nous avons déjà atteint un seuil critique, c'est-à-dire le seuil où les manifestations de la violence sont devenues comme portées par une idéologie. Voilà qui préoccupe le Conseil des églises protestantes du Cameroun, qui a décidé de réunir une cinquantaine de jeunes afin de les armer pour mieux lutter contre l'extrémisme violent sous toutes ses formes. Le CEPCA est convaincu que le jeune peut être instrumentalisé par ces discours qui, à terme, peuvent contribuer à la destruction de notre société. Quand le CEPCA rassemble les jeunes ce matin, non seulement c'est pour attirer leur attention sur les dangers de toutes les formes d'extrémisme, mais également pour leur donner les outils qui leur permettent d'identifier les approches des extrémistes et aussi de se défendre ou alors d'adopter les bonnes réactions face à ces formes d'extrémisme. C'est aussi l'occasion d'interpeller les pouvoirs publics dont les actions quotidiennes peuvent, lorsqu'elles sont bien pensées et efficaces, contribuer à tuer les germes de l'ultracisme. Figurez-vous que dans un pays où les conditions de vie ne sont pas suffisamment améliorées, il y a de fortes chances que cela serve pour nourrir le discours de la radicalisation. Lorsque le développement n'est pas intégral, partant du respect des droits de l'homme jusqu'à la prise en compte de la contribution de chacun et de la redistribution équitable des ressources, il faut effectivement craindre que la radicalisation ne prenne la place du dialogue, ne prenne la place de la concertation. Quelles que soient les crises qui dérangent notre pays, nous pensons qu'avec le dialogue, nous pourrons avoir des solutions. Nous interpellons la jeunesse à faire montre de sagesse et de vigilance pour ne pas se laisser enrôler. Les jeunes ont un rôle indéniable à jouer dans la prévention de l'extrémisme violent. Le Conseil des églises protestantes du Cameroun l'a compris en décidant de leur donner les moyens d'y parvenir, le temps d'une formation de 2 jours. C'est un jeu qui vaut la chandelle. S'agissant de l'affaire du mouvement pour la renaissance du Cameroun, le professeur Maurice Kamto doit être fixé sous sa demande de mise en liberté provisoire le 7 mars prochain. Les plaidoiries en habeas corpus se sont tenues devant le juge au tribunal de grande instance centre administratif à Yaoundé. Et selon le porte-parole de Maurice Kamto, l'audition de Maître Michel Ndoki s'est déroulée un peu plus tôt dans la matinée en présence des avocats de la défense. Et 48 heures après son arrestation, le barreau du Cameroun réagit à travers une note d'information signée du bâtonnier Charles Patier-Tchakounté. L'ordre des avocats relève que les images de l'arrestation de Maître Michel Ndoki portent atteinte à sa dignité en tant qu'être humain, avocat et femme. Et ce, à quelques jours de la célébration de la Journée internationale de la femme. Le barreau du Cameroun se dit préoccupé par la détention d'un de ses membres. Et au regard des développements de la situation, le bâtonnier demande la libération de Maître Michel Ndoki. Le barreau du Cameroun se porte garant dans le cadre de cette demande et rassure qu'une fois en liberté, l'avocate déférera à toutes les réquisitions des autorités en charge de ce dossier judiciaire. Dans sa mission de protection de ses pairs, le bâtonnier a mandaté 3 avocats pour assister au nom du barreau du Cameroun, Maître Michel Ndoki. Dans le reste de l'actualité, la réfection d'un tronçon routier provoque de nombreux désagréments aux populations en Konsamba, dans le département du Mungo. Depuis plusieurs mois, un chantier d'aménagement routier est aux arrêts. Débuté en décembre 2014, rien n'a été fait depuis le décapage du bitume usé
Du coup, c'est une poussière abondante qui est observée en cette saison sèche et qui perturbe le quotidien des riverains. Reportage Cyril Diemba et Jean-Paul Chouniat. De l'hôtel de ville de Nkonsamba jusqu'au collège évangélique, les riverains le long de ce tronçon de route et les passants y vivent un calvaire depuis des mois, avec une surabondance de poussière dans l'air ambiant. Le moindre passage de véhicules ou motocyclettes leur impose consommation d'une bonne dose de particules à longueur de journée. Vous voyez vous-même comment les gens marchent, comment on respire. Tu vois, j'ai même la tour. Tu vois, je ne vois rien. Ça, c'est autant même laisser la route comme c'était. De continuer, vous voyez, là, on ne voit plus rien même à 2 mètres pour la cause de la poussière. On ne respire pas, on n'arrive pas à sortir comme ça, descendre là-bas en bas, c'est la poussière. Et au pic de la saison sèche en cours, le cycle est devenu infernal, avec son lot de conséquences sur la santé des habitants, l'hygiène et la salubrité dans les domiciles et les commerces. La poussière nous envahit. Ah bon? Pourquoi je ressens les voitures ou la vie va bien. J'ai ma boutique là, j'écrase, je dépose l'eau, la poussière entre. Dans la maison, c'est grave. On a même déjà mal aux yeux partout, mais les enfants pleurent les yeux, les enfants rentrent de l'école en pleurant. La poussière, ça ne donne pas, ça nous menace trop. En partant en rentrant, La raison de tous ces désagréments causés à la population, c'est le retard qu'accuse le chantier de réfection de cette route dont les travaux ont été lancés au mois de décembre 2018. Quand la voiture passe là, c'est comme si peut-être nous sommes en enfer. Et avec ce retard, vraiment, les gens souffrent. De regarder un peu de partout, il y a tellement de la poussière. Mais ça devait être plus mieux si eux pouvaient moins se réfléchir et faire arroser ça peut-être chaque 2 jours, 3 jours. C'est mieux qu'on interdit même les voitures de passer si on ne veut pas verser l'eau. Sur le site, quelques engins stationnés ça et là depuis d'innombrables semaines. Certains étant tombés en panne depuis le premier coup de pelle qui permit de décaper les miettes de bitume qui jusque-là servaient de chaussée moderne, ornées de nids de poules à n'en plus finir. À longueur de journée, des employés non équipés tripotent des tas de ferrailles. Les riverains s'interrogent sur la livraison de leur route. Non, la qualité des travaux, déjà, quand je vois, c'est pas sérieux. Pourquoi? Parce que la manière même que vous voyez des caterpillars et les appareils qui sont en train de travailler là, vous voyez déjà même qu'ils ne sont pas en train de synchroniser le travail pour que ça soit dans le sens où il n'y aurait pas d'ovale, où il n'y aurait pas de trou. Déjà, ce n'est pas quelque chose de bien, déjà dès le départ. Si c'est les histoires de tous les jours qu'on a fait la descente du quartier, si des gens ça là vraiment, que ça ne vaut pas la peine, franchement. Prévu pour une durée de 4 mois, le chantier est déjà à son 3e mois. Et du coup, cette incertitude à tenir le chantier dans le délai de 4 mois comme prévu dans le cahier des charges remet au goût du jour le processus de passation des marchés publics aux entreprises sans réelle capacité financière, technique, logistique ni expertise pour l'exécution des chantiers. À quand donc la livraison de la route communauté urbaine collège évangélique de Nkonsamba? Bien malin qui répondra. Et ces Camerounais, victimes des maladies liées à la poussière, éprouvent également de sérieuses difficultés à se faire soigner dans un centre médical situé toujours en Nkonsamba. Et pour cause, ce centre médical présente des conditions d'hygiène douteuses avec l'inexistence des toilettes et une sécurité inexistante également. Ce sont les plaintes à la fois des malades mais aussi du personnel médico-sanitaire qui interpellent les pouvoirs publics sur l'abandon de ce centre médical des Boumbins situé en Nkonsamba. Reportage Cyril Diemba et Sylvestre Hippolyte Zangaou. Cette plaque solidement fixée cache bien la réalité au centre médical des Boumbeng, dans la ville de Nkonsamba. Ce lieu où les malades vont recevoir des soins renferme toutes les conditions pour qu'ils soient davantage souffrants. Dans la cour du centre médical se trouve une poubelle qui pollue l'air que respirent les malades et entraîne des mouches. Des bêtes vont et viennent à cause de l'absence d'une clôture. On a d'abord le problème d'insécurité. L'hôpital est ouvert à tout le monde. Le plus souvent, on a même les malades mentaux qui viennent déranger le personnel ici. Bon, de deux, on n'a pas le plateau technique. On est obligé parfois de référer les malades. De trois, le manque de personnel.
Ça, et n'eût été les efforts du médecin-chef, franchement, c'est que le centre, ça ne vaut pas la peine. Le centre médical de Bumbeng n'a pas d'électricité. Les malades sont hospitalisés dans des chambres sombres. Même le médecin-chef est dans le noir, dans son bureau. Le plateau technique est désuet. Aux conditions d'hygiène difficiles dans ce centre médical s'ajoutent des toilettes inopérationnelles. Les autorités compétentes sont interpellées par le personnel. Nous prions les autorités compétentes de bien vouloir s'associer au médecin-chef pour que l'hôpital puisse marcher. Et puis c'est le seul centre médical d'arrondissement dans l'arrondissement de Nkonsamba 1er. Il ne reste plus qu'à espérer que ce cri soit entendu. Dans les hôpitaux publics, les personnels médico-sanitaires disposent des plateaux techniques peu outillés en matière de prise en charge des victimes des accidents suite à la pratique du sport. Des chirurgiens, orthopédistes et traumatologues comptent se focaliser sur la problématique de la boîtière de l'enfant et le péril traumatique. À ce sujet, je vous propose d'écouter le docteur Franck-Olivier Ngongan, qui est chirurgien orthopédiste. Le thème principal que nous avons retenu cette année est la traumatologie sportive, notamment en raison de l'actualité sportive du moment, l'organisation de la CAN par notre pays. Et à côté de ce thème, deux autres thèmes ont été retenus. Le péril traumatique, qui représente, n'est-ce pas, l'ensemble des accidents dont peuvent être victimes les citoyens. Je pense aux accidents de la voie publique et aux autres accidents, notamment les accidents domestiques et les accidents de sport aussi. Et un autre thème qui va beaucoup plus parler de la boîterie de l'enfant, qui est sur le plan de la santé publique des pathologies, un ensemble de pathologies en recrudescence dans nos contrées. Les personnes cibles, ce ne sont pas seulement les chirurgiens orthopédistes, c'est les autres spécialités médicales et c'est surtout les étudiants et les internes et résidents en spécialité. Un conseil de cabinet s'est tenu ce jeudi à l'immeuble Étoile et le gouvernement a évoqué la problématique liée à la faible production du poisson et du lait au Cameroun. Les différents ministères, les différents ministres en charge de ces questions ont exposé sur les mesures prises pour booster la production du poisson, mais également favoriser la production du lait afin de répondre à la demande de sans cesse croissante au Cameroun. Parlons à présent de cette vindicte populaire observée à Ebolova dans la région du sud-ouest, dans la région du sud. Un conducteur de moto échappe de justesse à la mort à Ebolova. Il a été copieusement tabassé après avoir été confondu à un agresseur. Le problème, tout est parti des cris de son passager alors qu'il tentait de le déposer dans un quartier du côté d'Ebolova. D'autres précisions avec Roger Takala et Gladys Sidé. Mohamed Maï est depuis le 26 février interné à l'hôpital régional d'Ebolova. Totalement défiguré, présentant des taches de brûlure aux pieds. Victime de justice populaire, il a échappé de justesse à la mort. Certains habitants du quartier La Concorde à Ebolova, qui croyaient avoir affaire à un agresseur, ne lui ont pas fait de cadeau. À 3 heures, il m'appelle au téléphone que l'agressif c'était La Concorde. J'attends à 5 heures, il m'a encore appelé que là, il veut mourir. Que je viens vite. Je sors maintenant, je demande encore la voiture. J'arrive là-bas. Je lui vois à distance, il donne le plein phare de la voiture. Je l'ai vu assis là-bas. J'ai dit comment. J'ai fait au moins 5 minutes dans la voiture avant de sortir. En sortant maintenant, le gars m'ont déjà en secret. Ils sont venus maintenant en groupe. Que c'est moi qui donne la moto pour qu'on pas agresser. Mohamed Maï est accusé de tentative d'agression par sa passagère dont les cris ont alerté la foule. La déclaration de la fille dit que elle a apporté, il n'a pas voulu donner l'argent. Peut-être, il lui dit, demande que, bon, donne-moi mon argent. La fille sort 150, lui donner. Il dit non, c'est pas 150, c'est 200. À 2 heures. Il dit on prend à 200. La fille maintenant, elle part que si tu ne veux pas prendre, tu laisses. Le gars descend sur la moto maintenant que bon, si tu ne donnes pas mon argent, tu ne sors, tu ne bouges pas. Maintenant, elle, la fille, que comment la fille, vole.
Il y avait des gens qui ont sorti maintenant du quartier, venus maintenant taper sur le gars, attaché même. Il était même enchaîné. Il versait l'eau chaude. En croit certains collègues de Mohamed Maï, le présumé agresseur, le problème est ailleurs. Il découle selon eux d'un climat de tension qui persiste dans le secteur des mototaxis à Ebolova. Deux camps s'opposent. Nous sommes menacés par la population d'Ebolova, par les autochtones d'Ebolova. C'est plusieurs fois que ça passe ainsi, comme vous avez vu à l'hôpital là. Franchement, on va arrêter à ce niveau. On va peut-être même décider d'arrêter notre travail ici à Ebolova. Nous ne sommes pas ici là pour faire une guerre. Comme ça qu'on fait souvent pour nous agresser, nous les Beskinais. Parce que quelqu'un ne peut apporter un client de la ville pour l'amener dans son quartier avant de l'agresser là-bas. C'est pas logique. Ça c'est suspect. C'est la femme là qui a appelé les gens dans son quartier pour venir agresser les Beskinais. Moi aussi, on avait fait toujours la même chose comme ça. Le 31, il y avait bagarre au quartier bagarre. En moins, on devait me tuer. Parce que c'est Dieu qui m'avait forcé. Le gars devait me poignarder avec le couteau. Les autorités se sont saisies de l'affaire afin d'établir les responsabilités des uns et des autres. Quant à Mohamed Maï, il est toujours en soins intensifs à l'hôpital régional d'Ebolova. L'insécurité est-elle en train de prendre l'ampleur dans la région de l'Adamawa? Des cas d'enlèvement continuent d'être signalés et des agressions à main armée se multiplient en plein cœur de Ngaoundéré. Face à cette situation, le gouverneur vient d'interdire la circulation des motocyclettes sur toute l'étendue de cette région. La mesure prend effet entre 20h et 6h du matin, selon le gouverneur de l'Adamawa. Cette mesure est en vigueur jusqu'à nouvel avis. Le gouverneur précise que seules les motocyclettes affectées aux activités du maintien de l'ordre et celles circulant pour une évacuation sanitaire ou en cas de nécessité avérée sont autorisées à circuler. Les contrevenants s'exposent à des sanctions, prévient le gouverneur de l'Adamawa. Parlons à présent de ces éclats de voix durant l'Assemblée générale de la Ligue de football professionnel. Entre salaires impayés des joueurs, les crises de leadership et des arbitrages contestés durant les litiges de football, la famille du football camerounais peine à s'entendre sur des problèmes et défis majeurs qui l'interpellent. D'autres précisions avec Ike Cyril dans ce reportage. Les délégués de l'Assemblée générale de la Ligue de football professionnel du Cameroun n'ont pas perdu de temps. Dès le premier point inscrit à l'ordre du jour, à savoir la vérification du quorum, les débats achoppent. Non, monsieur le président. Football club. Non. Professionnel. C'est comme si vous mélangez toujours les affaires du tonnerre. C'est ça qui nous crée les problèmes. Vous mélangez les affaires du tonnerre. C'est la loi. C'est la loi. Non. Vraiment. Vous mélangez les affaires. C'est la loi. Deux délégués se pointent pour représenter Tonnerre de Yaoundé. D'un côté, Mboudi Fouda René de la faction TKC SAOS. Je me nomme Laura Fouda, directeur général adjoint de TKC SAOS, affilié à la Ligue de football professionnel. Donc l'administration est présente pour le témoigner. De l'autre côté, Essomba Atemengue de la faction Tonnerre Association. Secrétaire général du Tonnerre Kalaracor, représentant le président général du Tonnerre reconnu par les instances de football professionnel au Cameroun et à l'international, le docteur Achille Souamani. Voici le mandat. Je suis son mandataire ici, officiellement et écrit. Les deux se présentent. Pourtant, il faut un seul délégué par club. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas évoluer avec ça. Mais voilà ce qui nous tue. Dites-nous quel est le club qui est représenté ici. Après un directeur général. Pourquoi vous n'avez pas envoyé votre PCA ou votre président ou votre directeur général? Non, mais c'est pas possible. Mais non. Vous n'avez même pas de mandat, monsieur B. Les défenseurs du Tonnerre Association prennent l'exemple du canon de Yaoundé, représenté par son président général. Mais très vite, Emmanuel V, puisqu'il s'agit de lui, va botter cet argument en touche. Et en interne, le canon désigne son délégué aux assises de l'Assemblée générale et je représente le football professionnel ici dans cette assemblée. Et je pense qu'il ne faudrait pas faire d'analogie ou d'amalgame et que le Tonnerre règle ces problèmes en interne, ce serait bien pour tout le monde. Je vous remercie.
Après ces explications, la tension monte de plus belle. Nous en avons marre et ce n'est pas à vous de décider, Monsieur le Président. Vous n'êtes pas une commission juridique. Vous êtes le président de la Ligue de football professionnel. Ce n'est pas vous, la commission juridique de la Ligue, pour dire que vous avez décidé ci, vous avez décidé ça. Demandez avis et qu'on en décide. Vous ne pouvez pas dire que vous avez décidé alors que vous avez une invitation, que vous avez adressé à un président de club. Quel est l'autre directeur général de société qui est invité ici? Donnez-moi le nom d'un directeur général de société qui est invité ici sans le président de club. Sur ces entrefaites, la presse est priée de se mettre dehors. Et c'est bien plus tard qu'on apprendra que finalement, aucune des deux factions n'a été autorisée à prendre part aux travaux. On a dit pour l'apaisement et la calmie des suivi des travaux, il fallait que les deux tournées soi-disant sortent. Mais nous, on a accepté volontiers parce qu'on ne voulait pas, on voulait que les choses avancent normalement. Vous avez vu le président de la Ligue, c'est une affaire de hold-up. Il veut à tout prix imposer la société de M. Stéphane. Et puis, il faut aussi le dire, le Tonnerre est le seul club au Cameroun dont on impose la société. Tonnerre de Yaoundé ne sera donc pas représenté à l'Assemblée générale de la Ligue de football professionnel du Cameroun. C'est une session ordinaire censée tabler entre autres sur le rapport d'activité du président de la LFPC, le rapport du commissaire aux comptes, le quitus au commissaire aux comptes et au président, l'approbation du budget 2019. Un public reportage dans ce journal afin d'éveiller les papilles gustatives des amateurs de vin. Je vous invite à découvrir les secrets de la production du vin rouge Gandia au Cameroun. Reportage. De mi tierra bella, de mi tierra santa. La présence des représentants de la maison Vicente Gandia, venus tout droit d'Espagne, témoigne à suffisance de la dimension exceptionnelle de cette cérémonie de lancement d'assemblage et conditionnement du vin rouge Gandia au Cameroun. Une grande première en Afrique. Bon, aujourd'hui, c'est un jour historique parce que par première fois, on fait une production Gandia au Cameroun. C'est une nouvelle étape qui commence et on est très content de voir tous les clients qui apprécient beaucoup la production locale parce que c'est un produit top qualité qui va devenir un véritable succès dans les années à venir. On est vraiment très content. Avant le démarrage de la dite cérémonie, une séance de dégustation de la première cuvée sortie d'usine BVS s'est déroulée en présence des sommeliers et experts en qualité de la maison Gandia, du top management de BVS et des dirigeants du groupe africain de distribution, distributeur exclusif du vin Gandia au Cameroun et dans la sous-région Afrique centrale. Même tous ceux qui sont au fin fond des cabanes, d'ici quelques semaines, sauront que Gandia est présent. Parce que nous avons travaillé le projet avec notre DGA. On a passé 2 ans à travailler ce projet. Aujourd'hui, c'est une réalité. Rassurez-vous, comptez sur nous. Après dégustation, c'est la satisfaction totale que l'on peut observer chez les 3 partenaires en présence. Ceci étant, la chaîne de production peut désormais assembler et conditionner le vin Gandia grâce à sa capacité de 7000 briques par heure. Donc ici 600 000 litres de vin, en moyenne 500 000 litres toujours disponibles et on élève les vins entre 15 jours et 3 mois. Les mâchoires qui montent, et les mâchoires elles viennent couper, c'est-à-dire qu'elles vont peser la brique pour voir qu'elle fasse toujours 75 centilitres. Et celle-ci c'est celle qui va plier la brique et donc après elle circule ici la dateuse qui nous permet de mettre une date limite dessus. Voilà. Les invités ont largement été édifiés pendant la visite guidée au sein de l'usine BVS. L'on pouvait apprécier le bon déroulé des process, le respect de la conformité des équipements répondant aux normes internationales, la présence d'un laboratoire pour veiller sur la qualité du produit. C'est un très bon vin et je constate que le goût n'a pas changé. Nous étions vraiment en manque d'une Gandia. Je pense que les consommateurs seront vraiment satisfaits parce que la qualité du produit est. Cette chaleureuse cérémonie fut couronnée par un magnifique cocktail au cours duquel de nombreux invités ont pu à nouveau savourer le vin rouge Gandia qui se présente désormais sur une nouvelle brique de 75 centilitres, plus pratique et plus esthétique. Donc la qualité est assurée et tous les consommateurs vont trouver les mêmes Gandia de toujours, mais avec un format différent et avec des conditions meilleures. Et grâce à notre partenariat avec les groupes africains de distribution, on peut avoir les produits distribués partout dans les pays et dans les autres pays en Afrique.
profitons de l'occasion pour témoigner notre gratitude à la Maison Gandia pour la confiance qu'ils nous a accordée afin que nous puissions concrétiser ce projet au Cameroun et de distribution exclusive par le groupe africain de distribution dans la zone CEMAC. Eh bien, dès à présent pour vos commandes, le groupe africain de distribution vous garantit la livraison de votre vin rouge favori, Gandia, l'esprit de partage. Ce soir, ne manquez pas un rendez-vous important à partir de 21h. L'émission Regard Social se penche sur les maladies cancéreuses et les limites de la chimiothérapie observées chez certains patients au Cameroun et les souffrances de familles de ces personnes atteintes du cancer. Émission à suivre à partir de 21h. Regard Social présenté par Flavien Valo-Ndongo. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Maurice Kamto était ce jour au TGI de Yaoundé, centre administratif. Ses avocats ont plaidé pour sa mise en liberté provisoire. Il sera fixé le 7 mars prochain sur son sort. Décision du tribunal de grande instance, centre administratif. Le juge va-t-il plaider, va-t-il se prononcer en faveur du professeur Maurice Kamto ou alors le maintenir en détention provisoire? C'est dans une semaine que les Camerounais sauront la décision finale du juge. Voilà, c'est dans l'essentiel, madame, monsieur, de Equinox Soir, deuxième partie, le débrief. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous lundi 20h. Rendez-vous lundi 20h. Madame, monsieur, dans un instant, la suite Equinox Soir, toujours en compagnie de nos cadres invités.